barre soleil, la cap baigné, yon carnaval couleur mélangé. Moi dis merci pour de grandes gemmes, pour qu'aime qui n'a mis tant comme qui va jamais au cœur main. Merci pour même qui caresse tout mon amour. Bonjour et lumière, bienvenue à l'école ouverte. J'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre avec notre périple en philosophie. Je profite de l'occasion pour vous remercier et je continue à vous encourager à vous abonner à la chaîne, à partager les vidéos, à liker, à diffuser le plus que possible le contenu. Aujourd'hui, nous allons poursuivre. Nous allons parler du logos des premiers physiciens grecs, un empirisme moniste. Alors, on disait que c'est l'étonnement qui pousse, ou bien qui a poussé, qui continue encore à pousser les philosophes, qui avaient poussé les premiers philosophes, à s'adonner aux premières spéculations philosophiques. Ils ont commencé à prêter attention à des réalités qui les entouraient, des plus simples aux plus complexes. Ils ont pu apercevoir un bon nombre de difficultés. Ils se sont étonnés par rapport à ces difficultés. Et de là, ils ont commencé aussi à reconnaître leur ignorance. Nous sommes en Ionie, actuelle Turquie, et nous sommes aussi dans la zone de la Sicile, actuelle Italie. Il y a un climat assez favorable à l'émergence de la philosophie. D'abord, il y a des espaces publics où il y a les discussions, les échanges, l'agora. Bon, chez nous, on dit que c'est le champ de Mars. Et il y a aussi des conditions matérielles d'existence très favorables. Le niveau de vie est assez satisfaisant dans les colonies grecques de l'époque. Nous sommes à Milet, en Ionie, et à l'est de la mer Égée. Et ces premiers philosophes que l'on appelle des physiciens, des physiologues, commencent à expliquer le monde, commencent à expliquer l'être humain en passant par le biais de la raison, en se passant des mythes, en se passant des explications en rapport au Dieu, en rapport à la surnature. Pour eux, il y a bien une réalité invisible que on appelle en grec la physis. Physis qui veut dire la nature. Quand on dit nature, quand on dit physis pour ces physiciens, ça renvoie à un processus de croissance et d'épanouissement. Et ce processus de croissance et d'épanouissement tire son origine d'un germe initial, comme on dirait une fleur qui a pris naissance d'une graine. Là, ça me fait penser à la Kabbale et aux lettres hébraïques de l'alphabet hébraïque. Par exemple, vous avez la lettre Yod, qui est comme une petite virgule. Ça représente un germe, germe initial qui va donner les autres noms divins, les noms de prophètes que vous connaissez, particulièrement ces noms qui commencent par J, par le Yod. Bon, nous poursuivons. Parmi ces premiers physiciens, nous mentionnons le nom de Thalès. Thalès, qui rapporte l'histoire, a ouvert l'une des toutes premières écoles philosophiques. Alors, nous avons pu recevoir cet héritage des premiers physiciens grâce à des témoignages, grâce à des petits fragments qui ont été conservés. Ils basent leur réflexion, ils avancent leur réflexion en disant que le monde, l'univers, tire son origine d'un principe premier. Pour Thalès, le principe premier qui donne naissance, qui donne vie, qui anime l'univers, c'est l'eau. L'eau, pour lui, c'est le principe fondamental. Pour lui, toute chose tire son fondement de l'eau. Donc, l'eau est la source de la vie pour Thalès. Pour d'autres physiciens de la même période, comme Anaximène, c'est l'air.
le brouillard. Alors, vous voyez, comme je disais la dernière fois, toute la similitude qu'il y a entre ce discours philosophique et le discours religieux, notamment le discours biblique. Par exemple, dans la Genèse, on nous parle des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Lorsqu'Anaximène nous dit que le premier principe pour lui, c'est l'air, c'est le brouillard, là on parle du souffle divin. Ou encore pour Anaximandre, qui fait, je dirais, une liaison entre l'idée de Thalès et l'idée d'Anaximandre, qui dit que pour lui, le premier principe, c'est l'indéterminé, c'est l'infini, c'est l'illimité. Donc, ce premier principe est appelé l'arché. L'arché, pour Anaximandre, comme on disait, qui est l'infini, ça renvoie à une nature infinie. Une nature infinie qui a donné naissance à tous les ciels, à tous les mondes, à tous les êtres. Et grâce à une loi nécessaire. Et là, vous voyez que, certes, ces physiciens-là n'avaient pas la technologie nécessaire à l'époque, mais ils, ils entrevoyaient déjà qu'il existait plusieurs mondes, plusieurs univers, plusieurs galaxies. Maintenant, ces explications philosophiques, ces réflexions sur le monde, c'est le déploiement d'un seul principe. Ce principe que je vous dis qui s'appelle l'arché. Et c'est ce qui va faire que, dans le titre, j'ai nommé le cours un empirisme moniste. Vous voyez, c'est l'idée de monisme. Ça veut dire que le monde est venu à l'existence grâce à un seul principe. Mais par le biais aussi d'un empirisme sauvage. Par exemple, lorsqu'ils avancent que, alors vous pouvez aussi le vérifier parce que lorsque vous étiez dans les classes antérieures, on a appris l'eau en tant que principe. Ça passe d'un état à un autre. L'eau s'évapore, l'eau gèle, l'eau peut se transformer en vapeur, etc. Et il y a l'air aussi qui peut se condenser, qui peut se raréfier, raréfie, etc., etc. Maintenant, dans la réflexion de ces premiers physiciens, nous voyons qu'ils remplacent les dieux et le chaos des mythes par des éléments naturels, par des explications, je dirais, mécaniques. Certes, ils sont toujours d'accord que, et je reprends la phrase de Thalès, que tout est rempli de Dieu, mais on utilise de préférence des explications mécanistes pour expliquer tout ça. On essaie d'attribuer à tout ce qui se passe dans l'univers des causes matérielles, des causes mécaniques qui sont liées à ces phénomènes. Et on leur attribue aussi des réponses rationnelles, oui. Parce que on veut faire comprendre que tout ça a ou bien fonctionne grâce à des lois naturelles, grâce à des lois universelles. Maintenant, cette épistémologie présocratique veut essayer de partager les lois qui sont à l'origine de ces changements dans la nature. On pourrait comprendre tout ça comme une réflexion cosmopoétique sur la condition humaine. Alors, quelques siècles plus tard, nous sommes avec Héraclite à Éphèse au 6e, 5e siècle. Héraclite qui est surnommé l'Obscur parce qu'en général, il parle sous forme de parabole. Ses phrases sont un peu codées. Enfin, pour Héraclite, le premier principe, l'arché, qui est à l'origine de tout dans l'univers, c'est le feu. Le feu, c'est un symbolisme ambivalent qui est à la fois et qui peut donner vie et qui peut tuer, qui est à l'origine de la génération et de la destruction en un seul mouvement. C'est un symbole paradoxal, je dirais.
Et grâce à cette idée, il veut nous faire comprendre que l'univers, le monde est en perpétuel devenir. Il dit que tout coule, rien ne reste. Et il avance aussi qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Alors, ces mots-là, ces mots que l'on utilise pour donner sens à la réalité du monde, il nous dit que ce sont ces mots qui nous donnent l'illusion que le monde est stable, le monde est bâti sur une stabilité, alors que le monde est mouvement. D'ailleurs, il y a un chant religieux qui le dit. Dieu travaille et son œuvre est lumière. Chaque jour, l'univers est nouveau. Ben, c'est ce que Héraclite veut nous faire comprendre. Il veut nous faire comprendre que c'est les mots qui nous donnent l'illusion que tout est stable dans l'univers. Mais en réalité, il n'y a pas cette permanence. Et d'ailleurs, lorsqu'il utilise le mot fleuve, c'est effectivement pour désigner cette réalité de mouvement permanent. Et cette loi universelle qui, qui dirige l'univers, qui est, je dirais, qui orchestre tous ces mouvements, met en relation une série de couples, des couples d'opposés structurés. C'est beau ça, cette expression, opposés structurés. Des rapports d'opposition et de complémentarité. Par exemple, vous avez dans la Genèse, on vous dit, il y eut un jour et une nuit, etc. Eh ben, des opposés complémentaires, jour, nuit, paix, guerre, vie, mort, mâle, femelle, grave, aigu, etc. Eh ben, cette loi universelle du devenir travaille en fonction de ces opposés complémentaires. Et l'harmonie du monde dépend de cette tension instable entre ces couples complémentaires. D'ailleurs, dans la civilisation chinoise, on l'illustre magnifiquement par le symbole du Dao, et où vous voyez l'union du yin et du yang. Il y a du yin dans le yang et il y a du yang dans le yin. Et il nous dit que c'est cette méconnaissance du monde qui fait que nous ne vivons pas harmonieusement. Parce que le logos humain, c'est-à-dire le verbe, la parole, la réflexion, devrait être en harmonie au logos de la nature. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que nous devrions essayer d'accorder le logos humain au logos de la nature. En ce sens que c'est absurde que l'être humain cherche absolument à obtenir un seul pôle de la vie et en mettant de côté l'autre pôle. Par exemple, nous cherchons toujours à maximiser le plaisir et sans la douleur. Nous cherchons souvent à optimiser le bonheur sans le malheur. Et nous pensons vivre la vie sans la mort. Alors que le logos de la nature fonctionne avec les deux opposés pour générer l'harmonie nécessaire. Et puis, pour finir, Héraclite nous dit que la guerre, le conflit, c'est le moteur qui régit le jeu du devenir du monde. Et ça, c'est important. Certes, pendant longtemps dans l'histoire du monde, c'était la guerre, mais depuis quelque temps, c'est davantage le commerce. Et le commerce et la mondialisation. Donc, pensez-y à comme leçon que nous laissent ces premiers philosophes, ces physiciens, lorsqu'ils nous disent que l'essentiel, c'est d'essayer d'harmoniser le logos humain, c'est-à-dire la parole, la raison, au logos de la nature. Parce que la vie, l'univers tout entier fonctionne dans ce jeu d'équilibre des contraires. C'est comme si cet équilibre des contraires construisait un bouquet de sens, un bouquet de fleurs. Et ce bouquet de sens est toujours éphémère parce que ça va continuer à naviguer de contraire en contraire.
dans ce fleuve, qui n'est certes pas tranquille, on peut y dessiner l'harmonie. Ah ben, la vidéo tire à sa fin. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et continuez à liker, à partager. À bientôt. Prenez soin de vous.